Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cause Commune, la voie des possibles. Dans notre émission Les mondes rêvés de Georges, j'accueille aujourd'hui David Mühlmann pour une présentation de son ouvrage Capitalisme et colonisation mentale. Alors en deux mots, bonjour David déjà. Bonjour Patrick et merci de m'accueillir. Et donc moi aussi je suis ravi de t'accueillir parce qu'effectivement à l'heure on va dire un petit peu du néolibéralisme et puis de la remise en cause de toutes les formes de sociologie critique et notamment de marxisme, il est intéressant de voir qu'on peut encore en parler sans être taxé immédiatement de dénonceurs ou de militants cachés ou de quoi que ce soit. Et donc, du coup, voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir parler de capitalisme et aussi de colonisation, même si elle est mentale, mais elle est aussi, hélas, encore aujourd'hui très pratique au sens de réalité internationale. Alors, je te présente rapidement, parce que je préfère que les gens aussi évoquent par eux-mêmes leur parcours. Tu es à la fois docteur en sociologie à l'Institut d'études politiques de Paris et psychanalyste. Alors, je vais présenter tes bouquins, mais déjà, je vois les deux versants de ta compétence, puisque à la fois tu as écrit un ouvrage Les étapes de la pensée psychanalytique chez Desclés de Brouwer en 2007, et en même temps sociologie avec Réconcilier marxisme et démocratie, avec le côté sociologie politique quand même qui est pas mal présent. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, effectivement, merci Patrick. Non, effectivement, la particularité, disons, de mon parcours, c'est que effectivement, j'ai un parcours de sociologie. Donc, j'ai fait jusqu'en thèse de sociologie. Ensuite, je suis resté chercheur associé. Et puis, j'ai prolongé en sociologie du travail de l'organisation. Donc, je continue à écrire, à donner des cours à Sciences Po. Et en parallèle, effectivement, j'ai un parcours analytique. Et ce livre-là, donc, qui est le dernier livre, Capitalisme et colonisation mentale, est sur le plan, disons, de l'approche, une volonté, si tu veux, de conjuguer un petit peu les deux approches et de prendre le capitalisme à la fois, comme tu l'as dit, comme une réalité tangible de colonisation, d'impérialisme, de domination, et en même temps de voir qu'est-ce que ça signifie sur le plan de la subjectivité compte tenu des nouvelles formes de management. D'accord. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, parce que ce sont quand même des trajectoires qui sont assez rares. Par exemple, mon directeur de thèse, Philippe Brault, était à la fois politiste, donc proche de ton côté sociologie politique, puisque aussi fait à l'IEP de Paris, et en même temps il était spécialiste de la psychanalyse. Je ne sais pas s'il avait suivi une analyse, probablement, mais en tout cas voilà, quand il écrivait Le suffrage universel contre la démocratie, c'était essentiellement sous l'angle d'une analyse psychanalytique, et je pense bien sûr à comment s'appelle-t-il déjà, ce sociologue qui a travaillé en sociologie clinique et qui a étudié aussi les organisations et les entreprises. Gottschalk. Voilà, de Gaulle-Jacques. Donc en fait, on a très peu de personnes qui sont à cheval sur ces deux disciplines. Donc est-ce que tu peux nous expliquer dans ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu as eu besoin, toi, pour penser le monde social, tu as eu besoin d'avoir ces deux dimensions des sciences humaines? Non, mais je crois que tu as raison. Les deux trajectoires restent très polarisées. Donc moi, j'étais très influencé par la sociologie politique et en particulier le marxisme. Et en même temps, pour restituer les phénomènes sociaux, à un certain moment, les individus qui agissent dans les structures sociales et qui les font vivre, même si c'est pour les contester, sont des individus avec leur profondeur psychologique, avec leur psyché. Donc, il me semble qu'à un moment, quand on veut restituer ce que j'appelle la vie quotidienne sous le capitalisme avancé dans lequel nous vivons, il faut à la fois, je dirais, objectiver, décrire, analyser les structures sociales, mais aussi partir du point de vue des individus, quelles sont leurs émotions, quels sont leurs affects, quelles sont leurs pulsions qui sont engagées. Et tu as parfaitement raison, c'est-à-dire qu'en France, curieusement, il y a une polarité entre, je dirais, sociologie et psychanalyse, qui n'est pas le cas partout dans le monde. Et c'est vrai que moi, je me rattache beaucoup à une école, même si j'en partage pas forcément tous les tenants, les aboutissants, qui est l'école de Francfort, car historiquement, les intellectuels de l'école de Francfort, donc depuis les années 1920, ont essayé, je dirais, de tenir les deux bouts ensemble et d'essayer non pas de faire une sorte de
synthèse freudo-marxiste, ce qui n'a pas grand sens, mais d'essayer d'articuler, je dirais, les deux champs pour essayer de penser globalement ce qu'est la domination du point de vue des structures tangibles et du point de vue du ressenti subjectif. Donc je pense qu'il y a là aussi une particularité française qui est liée, comme dirait Bourdieu, à une composition de champs qui exclut, je dirais, la psychanalyse du champ de l'analyse sociale. Donc en fait, pour toi, tu penses que l'école de Francfort, bon, a émigré aux États-Unis, elle est allemande. Et pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui est très clivé en France par rapport à d'autres pays, puisque tu as aussi cette dimension internationale où tu as pu intervenir dans d'autres pays, donc tu as cette distance qui te permet le comparatisme. À quoi c'est dû finalement ce clivage? Je pense que c'est lié enfin, il faudrait faire une sociologie fine de ça, mais je pense que c'est surtout lié à la position très particulière de la psychanalyse en France, qui s'est toujours, a eu un rapport compliqué, je dirais, au champ académique, à la médecine et au champ universitaire. La psychanalyse en France, et ça s'est renforcé avec Lacan, a eu un lien avec la littérature, avec les arts, avec la poésie, avec certaines dimensions de l'anthropologie culturelle, mais n'a pas été véritablement intégrée, je dirais, dans le champ de la recherche. Ce qui est différent en Allemagne et ce qui est différent aux États-Unis à travers des cliniciens qui ont travaillé l'articulation. Donc je pense qu'il y a une position de champ de la psychanalyse qui la rend difficilement articulable dans une recherche dite sérieuse dans le monde académique français encore aujourd'hui. Si vous faites une analyse de sociologie et que vous maniez des concepts freudiens, on pourra voir, je dirais, l'intérêt que ça peut avoir d'un point de vue intellectuel, mais ça grève un petit peu le sérieux qu'on pourra attribuer à cette analyse parce qu'il y a une conflictualité, je dirais, historique entre les sciences sociales et la psychanalyse en France, me semble-t-il. Et moi, je pensais notamment aussi à la dimension militante qui est très très présente en sociologie. Voilà, la sociologie est un sport de combat. Et de l'autre côté, c'est vrai que des psychanalystes comme Wilhelm Reich, qui était au cœur des luttes collectives, notamment à l'époque du fascisme nazi, eh bien, c'est ce type de psychanalyste engagé auprès du peuple, ça n'existe quasiment pas en France. Non, ça n'existe pas, effectivement. Les psychanalystes ont souvent été, je dirais, des intellectuels assez réservés vis-à-vis des luttes sociales, alors que, comme tu l'as dit, en Allemagne notamment, c'était pas le cas à travers Reich, et puis même des intellectuels comme Marcuse, qui a eu ses heures de gloire dans les années 60, donc intellectuel freudo-marxiste allemand émigré aux États-Unis, a voulu articuler de manière intellectuelle et militante l'analyse marxiste avec l'analyse freudienne. C'est une sorte de conglomérat que l'on n'a pas vraiment vu en français. Et moi, j'essaie de restituer ça parce que je pense que c'est important pour comprendre les dynamiques actuelles, je dirais, du capitalisme qui, sans rentrer trop rapidement dans le livre, mais qui, je pense aujourd'hui, colonise les esprits, fonctionne à la mobilisation subjective, fonctionne à l'interpellation inconsciente. Et donc, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre les effets de domination et les caractéristiques de la domination capitaliste sans s'intéresser, je dirais, à la prise mentale que le capitalisme travaille sur les sujets en situation de travail. Et c'est pourquoi la psychanalyse, non pas par dogmatisme de ma part, mais par, je dirais, utilité, me semble importante à mobiliser pour comprendre les ressorts profonds et l'efficace de la domination actuellement. Je pense que la sociologie historique des sciences sociales, elle est importante parce qu'effectivement, tu parlais de Marcuse qui a été un des auteurs clés de mai 68 avec Guy Debord et d'autres. Et il est intéressant de voir qu'on pourrait dire que toi, tu es une sorte de résurgence parce que justement, le fait que tu reconvoques aussi la psychanalyse, tu la reconvoques dans un ouvrage qui quand même, quelque part, met en procès le capitalisme. Alors, pas en tant que forme globale d'existence parce que pour le moment, on n'en a pas d'autres, on est dans la période structurale du capitalisme, mais plutôt dans on pourrait appeler ça une forme contemporaine ou un avatar ou une modernité qui est relativement perverse. Et j'aimerais qu'on commence par, tu parles de subjectivité, on y reviendra puisque on parle de l'entreprise et justement le cœur de ton travail, puisque tu es sociologue des organisations et tu as travaillé à l'intérieur des entreprises, notamment auprès des dirigeants, mais tu nous expliqueras aussi ce que tu as pu voir en direct. C'est justement ça, je pense que quand je te lis,
le maître mot d'abord pour commencer de manière générale, c'est une pensée complexe qui articule des antagonismes. Tu parles souvent d'ambivalence, tu parles souvent de dualité, et tu présentes pas comme ça des modèles uniformes et unidirectionnels, comme disait l'autre. On a aujourd'hui des complexités, et notamment ce capitalisme qui exploite, il est en même temps un capitalisme avec des patrons qui veulent ton bonheur. Est-ce que tu peux me dire si c'est pas ça finalement la grande difficulté à penser ce capitalisme aujourd'hui? Absolument, je pense que la grande difficulté aujourd'hui à penser le capitalisme et en particulier les formes nouvelles de management, c'est qu'il y a une injonction, j'ai envie de dire, du capitalisme à l'autonomie, à l'indépendance, au fait de trouver du sens à son travail. Il y a ce que Boltanski et Capello appellent, et c'est indéniable, un nouvel esprit du capitalisme qui se veut émancipateur et qui reprend des idéaux libertaires. Du coup, ce qui est très compliqué, c'est que pour la gauche critique, c'est compliqué de critiquer ce capitalisme, puisque quelque part, le discours, je ne parle pas de la pratique, mais le discours est un discours, je dirais, d'émancipation et d'autonomie. Et l'ambivalence fondamentale, je pense, de ce capitalisme-là, c'est justement de ne plus séparer la question de la domination de l'autonomie. Domination et autonomie fonctionnent ensemble. C'est ça l'ambivalence fondamentale et la caractéristique de ce capitalisme-là, c'est-à-dire que on va à la fois avoir, je dirais, une pression très importante à travers des indicateurs de performance, à travers des process, des procédures, et tu as raison, j'ai travaillé et je continue à travailler dans des cabinets de conseil, donc je vois concrètement dans les entreprises ce que signifie je dirais, ce système de pression objectivée à travers des contraintes de chiffres, de process, etc. Et en même temps, on va laisser l'individu, je dirais, seul face à l'organisation, en lui disant, fais ta carrière, réalise-toi, sois proactif, deviens ton propre entrepreneur. Donc, des choses qui relèvent d'un discours, entre guillemets, émancipateur. Et donc, l'individu est pris, j'ai envie de dire, dans ce double bind, comme on disait, cette double contrainte. Il doit à la fois répondre à un standard et en même temps, le chemin pour répondre à ce standard lui est complètement propre. Et donc, ça crée des phénomènes je dirais, d'autocontrainte, de pression psychologique, de stress. Et c'est pas étonnant si effectivement la psychopathologie du travail se développe de plus en plus parce que, j'ai envie de dire, les individus prennent de plus en plus pour eux dans cette forme perverse, pour reprendre ton terme, de management. En même temps, on pourrait te demander essentiellement, en fait, ton objet, c'est quand même plutôt les cadres et les agents de maîtrise. Tout ce qui relève de cette assignation à l'autonomie, finalement, c'est plutôt, même si tu dis que les prolétaires sont même rattrapés par l'intellectualisation des processus, il reste que tu as quand même essentiellement pour objet l'analyse des nouveaux dirigeants, du managérialisme. Et ce managérialisme, l'art de manager des hommes, c'est quand même essentiellement, on va dire, les dominants intermédiaires dont tu parles. Oui, alors tu as raison. Alors, deux choses par rapport à ta remarque. Ce qui est quand même frappant, si on refait un peu l'histoire des élites du capitalisme depuis un siècle, c'est qu'aujourd'hui, c'est une population, les cadres dirigeants sont extrêmement affairés, suroccupés, au travail, mis sous pression. Tu sais, il y a ce fameux ouvrage de l'économiste américain qui s'appelait Veblen, Théorie de la classe de loisirs, où il disait que historiquement, l'élite se distingue par, je dirais, la capacité et la possibilité d'être oisif. Aujourd'hui, l'élite économique est entièrement affairée, alors que tu peux considérer qu'à certains niveaux inférieurs de l'échelle sociale, les gens ont plus de temps. Donc il y a une inversion historique qui me semble intéressante à pointer, et tu as raison, mon livre se situe beaucoup sur les niveaux supérieurs et intermédiaires de la hiérarchie. Cela étant, on voit même au niveau ouvrier, d'ailleurs on les appelle plus ouvriers, c'est pas pour rien, on les appelle des opérateurs, ces logiques d'autonomie qui se diffusent. C'est tout le discours sur les équipes autonomes, c'est tous les discours sur, je dirais, la capacité, à travers des phénomènes de bottom-up, comme on dit, aux opérateurs de proposer leurs propres solutions, de s'auto-organiser sur les chaînes, avec toute cette perversion qui est que finalement ça fait miroiter l'idée d'autogestion, et en même temps c'est une autonomie qui est très encadrée et soumise à une performance de plus en plus dure. Donc je pense que quand même cette injonction et cette manipulation sur la question de l'autonomie se diffuse jusqu'à des strates, je dirais, d'exécution de la hiérarchie en entreprise.
Hmm. Ah ouais, là, je pense que tu éclaires bien parce qu'effectivement, c'est peut-être un des aspects qui méritait effectivement des développements pour voir que même les exécutants, finalement, et là, tu le dis très clairement, peuvent être assujettis à ces équipes autonomes à qui on donne un objectif et qui doivent se débrouiller pour justement atteindre par elles-mêmes en autocontrainte, comme tu dis, en autocontrainte subjective, les normes qui sont fixées pour la production. Donc, est-ce que tu peux me dire, par exemple, toi qui as étudié justement à l'intérieur ces cadres avec qui tu as discuté, comment ça marche concrètement cette autonomie, étant donné que je fais comme si j'étais un cadre. Je suis assujetti, comme tu dis, aux process, les procédures. Je sais qu'il y a des gens au-dessus de moi qui sont des experts en dispositifs de pilotage. Je sais que je dois vivre mes indicateurs de performance. J'ai tout ça au-dessus de la tête. Donc, et on me dit, vas-y, maintenant lâche-toi, essaye d'avoir de l'initiative pour atteindre ces objectifs et etc. Mais moi, je suis conscient, entre guillemets, je suis libre de voir ma liberté. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que l'individu cadre arrive à se dédoubler pour dire, on me demande d'être indépendant? On me demande d'être autonome, mais je ne suis pas dupe. Je vois bien qu'il y a des objectifs à atteindre, que je dors pas la nuit, que je dors avec mon portable, que je dois travailler dur. Comme tu le dis, on le verra dans le cœur de l'ouvrage, les vacances sous perfusion de portable, etc. Donc, est-ce que ces acteurs parviennent à se dédoubler pour se dire, mais moi, mon autonomie, finalement, est-ce que c'est pas un marché de dupes? Eh bien, dans les différentes analyses que j'ai pu faire dans les enquêtes empiriques que j'ai menées, la réponse, alors il faut la moduler en fonction des contextes des individus, est largement non. C'est-à-dire qu'on va finalement prendre l'individu tel qu'il est, de manière d'ailleurs très isolée, en dehors de toute forme de collectif de travail, et comme tu le dis, lui fixer des objectifs. Alors les objectifs peuvent être biannuels ou annuels, et on va lui fixer des objectifs de vente, des objectifs de rentabilité, des objectifs de performance, des objectifs de comportement, et on va lui dire, bien maintenant, trace ton chemin. Réalise ces objectifs et je te laisse la voie libre pour les réaliser. Et c'est là où intervient la question de l'autonomie. Donc aujourd'hui, on ne va plus contrôler le travail d'un cadre intermédiaire ou d'un agent de maîtrise au quotidien, sauf dans certaines industries, sauf en fonction de certains process. On va le laisser libre du chemin. Donc le but est fixé par l'organisation. C'est un but qui peut être extrêmement difficile à atteindre, et c'est là où intervient, je dirais, le capitalisme, hein, c'est-à-dire on va fixer des objectifs de rentabilité, de profit, et en même temps le chemin est laissé aux individus. Et les individus se retrouvent dans une liberté au quotidien et vont essayer, dans l'organisation, de faire fonctionner l'organisation comme une sorte de marché. C'est-à-dire qu'ils vont se rapprocher de certaines personnes, ils vont essayer de faire des équipes, ils vont essayer de fonctionner par projet pour atteindre ces objectifs-là. Et donc c'est là où intervient, je dirais, l'autocontrainte qui est très lourde et ce que j'appelle une sorte de nouveau stade du capitalisme, qu'on pourrait appeler un stade mental du capitalisme, mais que j'appelle la colonisation mentale, c'est-à-dire que les contraintes de l'organisation vont être intériorisées par les individus. Je vais être moi-même mon propre patron pour réussir les objectifs que l'on m'a pourtant fixés de manière hétéronome. Et c'est là où intervient la complexité, la psychologie et la difficulté pour les gens de le gérer. Et si effectivement tu vas te plaindre vis-à-vis de ton patron en disant mes objectifs sont inatteignables ou j'y arrive pas, on va te dire eh bien réfléchis à ta situation, tu manques peut-être d'entrepreneurship, tu manques de résilience, tu manques de capacité d'innovation, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va te renvoyer à ta propre condition d'individu défaillant dans ta capacité à atteindre les normes et les standards de l'organisation. Eh bien, avec cette conclusion momentanée, nous allons essayer de respirer un petit peu. Je vous propose de faire une première pause musicale en écoutant le groupe africain Tasuta Animal avec leur titre Sigam Online. À tout de suite. ألف نور في غضغر
ترنيتي يا سفرة أنف نموري في غدغر ترنيتي يا سفرة لمن ورسولي فما تدود لمن ورسولي فما تدود الصغاب للواترنيتي يا سفرة الصغاب للواترنيتي يا سفرة ترهيب ما تدود شوفها ما تدود ترهيب ما تدود شوفها ما تدود يمتغني تفوز تديت لسيتي عبرقة يمتغني تفوز تديت لسيتي عبرقة لمن ورسولي فما تدود لمن ورسولي فما تدود الصغاب للواترنيتي يا سفرة الصغاب للواترنيتي يا سفرة ترهيب ما تدود شوفها ما تدود ترهيب ما تدود شوفها ما تدود داير نمتم وديولين وروري غيب ساكلة داير نمتم وديولين وروري غيب ساكلة هاد نغول ورسار ردي درواكال هاد نغول ورسار ردي درواكال الصغاب للواترنيتي يا سفرة الصغاب للواترنيتي يا سفرة ترهيب ما تدود شوفها ما تدود ترهيب ما تدود شوفها ما تدود الصيغة مول واترنيتي يا سفرة الصيغة مول واترنيتي يا سفرة ترهيب عتدوت يفا ما تدود ترهيب عتدوت يفا ما تدود الصغاب للواترنيتي يا سفرة الصغاب للواترنيتي يا سفرة ترهيب ما تدود شوفها ما تدود ترهيب ما تدود شوفها ما تدود
Voilà, nous nous retrouvons sur Cause Commune. Dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, j'accueille aujourd'hui David Mulman. Bonjour David. Pour les auditeurs qui nous ont pas écoutés, donc voilà, vous prenez en cours de route notre émission. David Mulman, capitalisme et colonisation mentale. Nous avons déjà tracé un petit chemin sur l'entreprise et les formes de subjectivation. On en était resté à quelque chose qui m'a tout de suite interloqué, c'est-à-dire qu'en fait, tu as à la fois une intériorisation quand ça se passe bien des normes de l'entreprise pour atteindre les objectifs de l'entreprise. On n'a plus un capot ou un chef qui te hurle dessus, mais tu as effectivement une culture internalisé qui fait que tu avances en individu autocontrait, comme disait Norbert Elias, et en même temps, quand ça marche pas, tu as une sorte de sur-internalisation, de sur-subjectivation qui fait que finalement, le procès n'est qu'individuel. Absolument. Et ça développe chez les gens ce que j'appelle également une sorte de vigilance gestionnaire. Et c'est là où on peut mobiliser, c'est-à-dire qu'en fait, on va être vigilant sur sa propre performance et on va, je dirais, gérer son effort sur le long terme afin d'être capable de remplir les objectifs de l'organisation. C'est là où aussi, sans rentrer trop en détail dans le livre, j'insiste sur la question du sport, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un vocabulaire du management qui est autour du sport, autour de l'effort. Le sport est valorisé parce que précisément, c'est une culture de l'effort en continu qui en plus laisse miroiter un certain plaisir, un certain loisir, une certaine détente liée à l'activité sportive. Et c'est là aussi, tu me diras si tu veux qu'on rentre en détail, mais on retrouve des choses qui me semblent importantes, qui sont des choses, notamment tous les éléments de gouvernance de soi tels qu'elles ont pu être analysées par Michel Foucault, au sens où on devient son propre petit chef, et la question de l'autoritarisme, qui me semble une question de nouveau très importante dans ce nouveau management, puisque finalement, on produit je dirais des individus autoritaires, c'est-à-dire durs avec eux-mêmes et durs avec les autres dans une situation de concurrence généralisée, au moment même où le management prétend être libertaire, hédoniste, jouisseur. Parce que précisément, c'est ce discours sur soyez libre, soyez autonome, auto-organisez-vous, qui produit chez l'individu un réflexe, je dirais, de dureté, d'autoritarisme, de gestion de l'effort pour soi et de gestion de l'agressivité avec les autres. Alors là, on parlait tout à l'heure d'ambivalence, et là, il y a vraiment quelque chose qui est au cœur de la complexité sur lequel je pense qu'il est nécessaire de revenir et de reformuler, parce que c'est quelque chose qui effectivement est au cœur de ta démonstration, c'est que on a à la fois un système managérial qui nous propose ce que tu appelles la relaxitude, avec finalement des objectifs, avec la spiritualité, le bien-être, le bonheur, la ville, on y reviendra aussi, la ville, le spatial, qui est fait aussi pour la fête, pour la circulation des marchandises, mais aussi la ville festive, même si elle est gentrifiée, et là on reparlera aussi des classes moyennes et des classes populaires, mais en tout cas, on a ça. Et de l'autre côté, tu parles d'autoritarisme. Donc, on a du mal, parce que c'est justement complexe, on a du mal finalement à penser ce dualisme entre des individus qui sont finalement, entre guillemets, plus heureux qu'avant, parce qu'ils sont plus cool, plus relâchés, et dans un consumérisme certes frustré, on y reviendra, mais en tout cas le bien-être avec toutes les possibilités qu'offre la société pour ceux qui ont de l'argent de pouvoir voyager, de pouvoir voilà. Et de l'autre côté, tu parles de lutte pour la survie, de stress, d'autoritarisme. Comment tu arrives à conjuguer ces deux-là? Oui, c'est effectivement toute la complexité de. Alors après, effectivement, il faudrait. On pourra en discuter longuement, mais je pense que la complexité subjective, elle est là. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce que j'appelle, et merci de reprendre ce terme, l'idée d'une relaxitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus, si tu veux, dans le patron décrit par Max Weber, protestant, sérieux, etc. On est dans un patron qui doit être fun, qui doit être inspirant, qui doit être décontracté. Tu vois, il faut être comme Steve Jobs, il faut être, t'as plus besoin de cravate, on est dans le sourire permanent, etc. C'est ça, j'ai envie de dire, je dirais l'affichage dominant pour les dominants. Hein. Donc il y a cette injonction à la coolitude extrême. Et en même temps, il y a dans ce contexte, je dirais, de performance accrue et de concurrence massive, à la fois
hors de l'organisation et dans l'organisation, puisque les collègues sont également des concurrents, j'ai envie de dire une logique de prédation, une logique de concurrence extrême qui induit le fait de réduire l'autre à un rapport instrumental. L'autre est une ressource pour moi. Dans la guerre économique qui m'est imposée, je dois réussir, et cette réussir implique d'être dur avec moi-même dans la gestion de mes émotions. La vie est un sport de combat, d'une certaine manière, et en même temps, il implique d'être implacable vis-à-vis, j'ai envie de dire, de mes concurrents, qu'ils soient collègues ou qu'ils soient concurrents sur le marché. Et donc, il y a ce mélange qui est très particulier je dirais, d'une décontraction affichée et en même temps d'un utilitarisme et d'une réduction de l'autre à l'instrumentalité, qui fabrique, je crois, la complexité je dirais, du cadre, hein, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas uniquement le cadre, qui travaille actuellement en entreprise. Mais est-ce qu'on peut pas dire que cette énergie, alors excuse-moi, je mets tout entre guillemets parce que je suis pas psychanalyste, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que cette énergie libidinale qui est à la fois dans le bonheur de soi et en même temps la fatigue d'être soi, est-ce que cette énergie de production et en même temps de peur, le peur d'être écrasé par l'autre, de nécessité d'écraser l'autre, etc. Est-ce que finalement, alors avec en plus l'assignation à être quasiment du 24/24 connecté à son entreprise, et sans parler de l'obligation à consommer, d'avoir toujours d'être à la mode, etc. Est-ce que finalement c'est pas ça le cœur de la perversion? C'est-à-dire qu'en fait on est dans une économie perverse où l'acteur dominant, enfin ou les élites intermédiaires, mais je pense que les patrons c'est pareil. Jusque même parfois tu dis jusqu'aux ouvriers qui sont aussi dans des équipes comme ça. Est-ce qu'on peut pas dire que finalement le maître mot de tout ça, c'est quand même, tu parles d'aliénation très souvent, est-ce que c'est pas la perversion au sens où quand j'imagine un serial killer ou un psychopathe, je l'imagine en train de faire des sourires à des gens pour totalement s'immerger dans une réalité, personne peut le dénoncer, personne peut le démasquer, et en fait par derrière il tue et il massacre. Est-ce que c'est pas cette obligation de vivre dans une économie où on va être bien habillé avec une cravate, on va faire des réunions de séminaires entre cadres aux Seychelles, et puis en même temps on est un killer prêt à tuer le cadre qui est à côté de moi, comme le cadre de l'entreprise d'en face? Absolument. Je pense que c'est ça. On peut parler d'une certaine perversion, effectivement, qui non seulement est une perversion de l'organisation, puisqu'à la fois il y a cette injonction à l'autonomie et en même temps, je dirais, une logique très top-down, une logique de rentabilité qui s'impose à soi, mais qui crée une perversion indéniablement intra-individuelle. C'est aussi pour ça que je parle beaucoup. Alors, il faut faire très attention quand on manipule ces choses-là, mais si tu veux, je pense que le cas d'Eichmann, et je pense que les réflexions qui ont eu lieu, notamment je pense à Chapoutot et son travail récent qui s'appelle Libre d'obéir, qui montre le lien entre les nouvelles formes actuelles de management capitaliste et un certain autoritarisme barbare, je pense, ont vraiment du sens. Si je prends par exemple le dernier roman de Vuillard, un des derniers romans de Vuillard qui s'appelle L'ordre du jour, il montre très bien que dans des réunions, je dirais, où on va planifier l'extermination, eh bien on se trouve face à des gens dont la gestion des affects est extrêmement policée, sympathique, nuancée, et en même temps, je dirais, leur action va être d'une barbarie et d'une brutalité sans nom. Et je pense que l'on est quand même dans cette logique-là. Je pense que on est face à des gens qui optimisent les autres, virent les autres, leur mettent la pression, et en même temps, ces mêmes personnes-là doivent avoir un sourire affiché, une décontraction et une civilité extrêmement forte. On n'est pas dans, je dirais, le sadique transpirant de plaisir, on est plutôt dans l'individu bronzé, jouisseur, et qui en même temps va agir pour virer dans les 15 premiers jours quelques centaines de milliers de personnes. C'est ça, j'ai envie de dire, la forme actuelle du cadre dirigeant, et en ce sens, on retrouve des formes telles qu'elles ont été analysées historiquement par Arendt et plus récemment par Chapoutot sur le nazisme.
Ouais, effectivement, j'ai regardé récemment quelques vidéos sur Chapoutot, quelques conférences qu'il a pu donner. Effectivement, c'est particulièrement édifiant pour le général SS qui s'est retrouvé après la guerre dans une grande entreprise pour quasiment définir le managérialisme allemand. Donc effectivement, c'est une découverte hyper intéressante qui permet de continuer l'analyse de la banalité du mal. On y reviendra parce que c'est un objet en soi, je trouve passionnant à étudier. Pour moi qui ai étudié les bourreaux aussi, parce que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Devenir un dieu, où j'essaye d'expliquer aussi ces modèles de comportement, de mise à mort de l'autre. Alors moi je m'aligne plus sur David Goldhagen et les actes d'initiative que le schème de la banalité du mal. Je trouve que les actes d'initiative de Daniel Goldhagen, c'est très intéressant pour voir comment on peut aussi jouir de la mort de l'autre. Et bref, ça sera une autre émission avec grand plaisir pour en discuter. Mais en tout cas, oui, la séparation que l'on fait entre la société de paix et la société de guerre, elle est trop rapide. Bien sûr que ce qui s'est passé pendant la guerre vient des sociétés de paix et notamment aussi du colonialisme, avec notamment l'importation des camps de concentration qui venaient déjà de l'Inde et d'Afrique du Sud, ou même de la France, de l'Afrique et de ces territoires d'outre-mer. Donc, il y a effectivement d'énormes connexions entre la guerre ou l'impérialisme et le colonialisme et la façon dont on fonctionne dans les routines ordinaires. Je pense que c'est quelque chose que Chapoutot a révélé une fois de plus et qui est très très important. Et le lien que je voulais faire entre ce que tu évoques, alors là c'est sous forme d'une gageure, mais derrière ça c'est aussi une invitation à penser la sociologie des élites. Quand tu dis dans ton ouvrage que la détention d'un capital culturel devient moins critique dans le contexte de domination accrue du capital financier et de cette managérialisation, on pourrait en dire de manière générale, ça voudrait dire que le bourgeois du 18e et 19e qui était pétri des Lumières, de l'encyclopédisme, qui avait des dictionnaires à la maison, qui se rend régulièrement voir des ballets, de la musique symphonique, qui peut aimer effectivement la nature, etc. Ce patron-là que tu dis à capital culturel tendrait à disparaître vers une forme finalement de scolarisation et de qualification à court terme avec des savoirs techniques, des maths, des savoirs de contrôle des ressources humaines, etc. Et que ce savoir intermédiaire purement technique pourrait aussi contribuer à cette double identité entre voilà. Non, je crois que tu touches un point très, très important, c'est-à-dire que pour le dire de manière encore plus directe, l'idée telle qu'elle a pu être élaborée par Bourdieu de l'importance d'un capital culturel, donc effectivement comme tu le dis, d'un goût des arts, de la civilité, de la littérature, etc., pour légitimer comme naturellement une position dominante, moi empiriquement je le vois de moins en moins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face à des élites, il suffit de voir le champ politique, il suffit de voir les élites au niveau économique qui sont de moins en moins cultivés, au sens où ils ne détiennent plus, si tu veux, une culture classique, et pour des raisons bon, il y a des raisons évidentes qui sont le manque de temps, qui rejoignent la thèse de mon ouvrage sur effectivement l'accélération de la vie économique, mais qui plus prosaïquement, c'est parce que le type, je dirais, de rôle attendu au sommet a changé. On est dans la coolitude, on est dans la relaxitude, on n'a pas besoin de faire des efforts, je dirais, extra-économiques qui sortent de mon modèle de performance. Et du coup, on se retrouve, je dirais, par rapport à l'histoire des élites dans le capitalisme, à un moment où les élites n'ont jamais été aussi peu cultivées. Fait une enquête sur combien de livres, combien de pièces de théâtre ont été lues ou vues par, je dirais, les dirigeants économiques, les cadres dirigeants dans les dernières années, et tu seras surpris de savoir que les gens non seulement ne lisent plus, mais n'ont pas honte de le dire qu'ils ne lisent plus, car la culture n'est plus fonctionnelle. Donc on se retrouve face à des gens qui n'ont plus cette civilité telle qu'avait le bourgeois, je dirais, du 19e siècle. Et je pense que dans l'équilibre entre capital économique et capital culturel, c'est bien le capital économique qui a gagné. La seule ressource à avoir, c'est le capital économique. Et je pense que de ce point de vue-là, on pourrait en discuter longuement. Je dirais la critique qu'a pu faire Bourdieu de Marx, je me demande jusqu'à quel point elle est historiquement située, je me demande jusqu'à quel point on retrouve ici une des intuitions fondamentales de Marx, qui est la prédominance du capital économique uniquement.
Alors dans ces mécanismes que tu décris de disparition tendancielle, en tout cas dans la période actuelle, est-ce que c'est genré? Est-ce qu'on peut trouver par rapport aux femmes cadres que tu as vues, les femmes, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue dans le fait que il y a une féminisation absolument révolutionnaire de l'économique. Les femmes ont investi depuis les années 60 massivement le champ économique dans les sociétés occidentales capitalistes. Est-ce que il y a des corrélations entre la façon dont fonctionne cette relaxitude, cette douceur, avec entre guillemets, une certaine autocontrainte, la disparition des manifestations des mâles, au sens genré, des mâles, les mâles dominants, de l'hétérosexuel blanc, mâle. Est-ce que la présence des femmes, alors pourquoi je dis ça? Parce qu'à une époque, j'avais travaillé sur la féminisation dans la gendarmerie. Et les hommes que je rencontrais, les gendarmes me disaient, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on dit quand il y a des femmes, on a beaucoup moins de blagues grasses, on parle beaucoup moins de sexualité, enfin les hommes entre eux, les plans cul, etc. Et donc il y a une retenue beaucoup plus forte avec les femmes. Est-ce que le capitalisme, le visage actuel du capitalisme, dans sa dimension aussi policée, d'autocontrainte, de façade, de mise en scène de la vie quotidienne, comme tu dis avec Goffman, est-ce que c'est pas aussi genré? Alors c'est une très belle question. En fait, ça mériterait enquête empirique. Je n'ai pas étudié, Steven, en pratique, quel est l'impact de la promotion des femmes sur le fonctionnement et le déroulement et même la genèse peut-être de ce capitalisme que j'appelle le capitalisme avancé, qui parie effectivement sur l'hédonisme, la jouissance, la bienveillance affichée, etc. Donc je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, ce que je vois, ce que j'ai étudié, c'est que tout le discours actuel, qui est d'ailleurs très positif et progressiste, bien entendu, je dirais de promotion des femmes et des valeurs féminines, s'accorde merveilleusement avec les valeurs du capitalisme avancé, c'est-à-dire qu'on va avancer les valeurs féminines, les valeurs de douceur, les valeurs de bienveillance, et on va effectivement critiquer, je dirais, la hiérarchie à la papa, d'une certaine manière, le command and control, le fait de diriger des entreprises comme on le faisait il y a un siècle de manière autoritaire. On va souhaiter en finir avec la vieille image du contremaître dur avec ses ouvriers, au nom de l'autonomie, etc. Donc, je ne sais pas, pour résumer, si c'est la venue concrète et la promotion concrète des femmes dans les postes de direction qui ont eu un lien avec le développement de ce capitalisme avancé. Ce qui est sûr, par contre, c'est que l'affichage des valeurs féminines, de douceur, d'inclusiveness, comme on dit, de bienveillance, je dirais, est une idéologie qui est fonctionnelle pour le développement et l'ancrage de ces nouveaux modes de fonctionnement fondés sur l'autonomie et l'autocontrainte. Ça, c'est sûr. Je pense notamment à ces femmes qui sont dans les ressources humaines, qui sont souvent DRH. Je vois à quel point il y a aussi une très forte féminisation, et DRH, c'est le contrôle du personnel, finalement, c'est le contrôle de la main-d'œuvre qui vient dans l'entreprise. Et je pense aussi à tous ces séminaires. Tu parlais du sport, le sport chez les dominants, avant que le capital culturel et les grandes écoles soient importants. Bourdieu, notamment, avec d'autres, disait que le patronat se formait par le rugby, il se formait par le sport, il se formait par la boxe. Les dominants pratiquaient la boxe et le rugby, des sports qui sont beaucoup plus violents que le tennis et le football. Et on est passé justement à une scolarisation, donc à une féminisation des hommes à travers la scolarisation, ça c'est sûr. Mais en même temps, il y a aussi ce côté parlotte que l'on retrouve dans les séminaires, et où justement il y a cette corrélation, comme tu dis, entre cette facilitation pour le capitalisme d'être dans la convivialité, la bienveillance, l'échange, les relations, etc., les expertises mutuelles, les auto-analyses ensemble, etc., et le fait que les femmes sont, on va dire, beaucoup plus formées à l'autocontrainte et à la parole, plutôt qu'aller se friter en bande comme le font encore beaucoup de mâles. Oui, tu as sans doute raison. Modulo peut-être le fait que, effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui sont directrices des ressources humaines, mais en même temps, tout comme il y a beaucoup de femmes qui sont directrices du marketing, mais j'ai envie de dire, ces deux fonctions-là, RH et marketing, sont des positions, entre guillemets, dominées dans le champ du pouvoir de l'entreprise. C'est-à-dire que au niveau d'un comité exécutif, le ou la DRH est évidemment moins important qu'un directeur de la stratégie, que le directeur de la production, etc. Donc,
je dirais, la prise en main des questions de ressources humaines par les femmes est un signe de pouvoir, mais en même temps, du point de vue, je dirais, de la position relative dans le champ du pouvoir de l'entreprise, c'est un champ qui reste quand même assez dominé. Le point que tu soulignes est important sur la question du sport, parce que là aussi, on voit une évolution très claire dans les séminaires d'entreprise. On va moins valoriser le rugby, le foot, des sports comme étant considérés comme étant violents, brutaux, sports de beauf, etc., que par exemple du yoga. Donc voilà, vous allez faire un séminaire d'entreprise aujourd'hui, ça va être yoga, méditation. On va beaucoup parler des sports qui nécessitent une entraide, à la fois une performance individuelle mais une entraide. Typiquement l'escalade avec la logique de cordée qui nous fait d'ailleurs rappeler notre président. Donc c'est-à-dire que ce qui est intéressant du point de vue du management à afficher dans la logique de l'escalade, c'est que c'est un effort individuel, mais on ne réussit que si on est solidaire avec les autres, mais on ne réussit aussi que si l'on est devant les autres et si on tire les autres. Donc tu vois toutes les métaphores que l'on peut tirer sur l'imaginaire managérial. Et enfin, un des troisièmes imaginaires qui est très fortement développé dans les sports, c'est celui du bateau. Le bateau est considéré, à tort ou à raison, je ne suis pas moi-même marin, comme un sport qui n'est pas, je dirais, brutal, et on est obligé d'être à la fois très performant individuellement et en même temps de la jouer collectif. Et ça permet aussi de remplacer la vieille figure du général qui va diriger, je dirais, ses troupes par celui du capitaine qui sait donner le cap et auquel va s'identifier le haut dirigeant. Donc là aussi, on retrouve à travers cette figure du bateau un changement dans le paradigme de ce que c'est qu'un patron, non pas un chef d'armée, mais une sorte de capitaine fonctionnel pour les autres et qui sait donner le cap, mais en même temps qui laisse une autonomie suffisante à ses marins. Merci beaucoup David. Je vous propose une autre parenthèse avec Mdou Mokhtar, Afrique victime. On se retrouve dans quelques instants.
Nous voilà de retour sur Cause Commune 93.1, la voix des possibles. Dans notre émission Les mondes rêvés de Georges, nous poursuivons l'analyse du capitalisme aujourd'hui avec David Mühlmann. Alors David, j'avais une question autour de l'évaluation, parce que l'évaluation, c'est un coup près. Là, il y a un rappel de la violence de l'entreprise, parce que la relaxitude, c'est sympa quand on est dans le projet, quand on est dans l'action, quand on est dans vas-y, fais tes preuves, mais à un moment donné, le sujet est évalué, le cadre est évalué, l'agent de maîtrise, l'ouvrier, ils vont être évalués. Donc, est-ce que tu as observé ces moments-là parce que, bien sûr, on va aussi bientôt, dans quelques instants, parler de ton positionnement théorique psychanalytique autour de Mélanie Klein et de cette régression très intéressante dont tu parles chez ce sujet qui a besoin d'une régression donc il y a tout un ensemble on va dire d'accroches pour pouvoir le réaliser, mais avant de parler de ça justement on a cette évaluation qui à un moment donné peut faire très très mal et peut justement produire des burn-out, des suicides, des arrêts maladie, des démissions, etc. Ou au contraire peut-être un nouveau départ. Donc est-ce que tu as pu observer ces évaluations, comment ça marche, comment ça fonctionne, est-ce que c'est sous forme d'un procès, est-ce que la personne se retrouve en face à face avec le grand patron, qu'est-ce qui s'y dit, qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors, c'est effectivement un sujet passionnant. Donc, les évaluations sont le moment, comme tu le dis très justement, où le capitalisme fait retour. S'il fallait prendre une analogie avec l'inconscient, c'est-à-dire qu'on va laisser l'individu, je dirais, faire son propre chemin, trouver les moyens pour, je dirais, créer de la performance, mais à un certain moment, donc ça peut être soit une fois tous les 6 mois, soit une fois par an, on va lui demander des comptes. Et donc là, on voit le retour, je dirais, de la brutalité capitaliste classique. En même temps, on voit un déplacement par rapport au capitalisme ancien en fonction de ce nouveau standard qu'est ce que j'appelle le capitalisme avancé. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on va pas seulement regarder les résultats tangibles, donc les résultats de performance, les résultats de chiffres, les résultats de rentabilité, mais on va évaluer les comportements. C'est-à-dire que de plus en plus, on va demander à un individu pas seulement d'être performant, mais je dirais de se conformer à des standards de comportement attendus. Comportement en termes d'entrepreneurship, comportement en termes de proactivité, en termes de résilience, en termes de capacité d'innovation, etc. Et c'est là où il y a un déplacement qui est pervers, c'est-à-dire que on va demander à l'individu de se conformer à un standard de comportement qui est celui qui est établi par, je dirais, l'organisation. Et du coup, si une personne ne réussit pas à atteindre ses objectifs de performance, c'est non pas parce que les objectifs ont été mal fixés, c'est non pas parce que on a raté telle ou telle vente, c'est parce que, in fine, les comportements, donc ce que je suis comme sujet, eh bien, n'est pas encore assez aligné avec les bons standards de comportement qui favorisent la performance. Donc, il y a là clairement un déplacement dans le mécanisme d'évaluation et dans le contenu d'évaluation. Et à cela se rajoute, je dirais, une mode récente qui a une dizaine d'années, qui est l'évaluation tout azimut. C'est-à-dire, c'est plus le patron à l'ancienne qui va évaluer le salarié, mais on va demander à CN-1, c'est-à-dire que les gens qui travaillent avec le salarié, on va demander à ses pairs, PAIRS, et on va demander à tous les gens qui travaillent avec le salarié, ce qu'on appelle une évaluation dite 360, eh bien de donner leur point de vue sur le salarié évalué, en termes de performance, en termes de comportement là aussi. Et donc on se retrouve là aussi face à une évaluation qui a tous les apparats d'un fonctionnement démocratique, mais qui en même temps, pour l'individu, relève d'un jugement qui peut être vécu de manière extrêmement brutale. Oui, effectivement, on a l'impression de se retrouver dans une sorte d'autocritique, comme a pu le faire Edgar Morin à l'époque où il quittait le Parti communiste, et où tu dois rendre des comptes devant tout le monde. Donc c'est effectivement une désagrégation de la personnalité. Enfin, l'ego est mis à mal. C'est comme un procès où la société de l'entreprise vient te dire que t'es bon ou t'es mauvais.
Et exactement, et c'est là où on retrouve une nouvelle ambivalence, une autre ambivalence qui est complexe à saisir, c'est que l'entreprise est à la fois un lieu d'hyper-rationalité, d'hyper-procéduralisation, et en même temps c'est un lieu où on va demander aux gens de se lâcher, voire de lyncher un individu. C'est-à-dire qu'on va leur demander, tu vas travailler avec Jean, comment tu le vois, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, etc. Donc là aussi, il va y avoir ce mélange très pervers d'un process très rationnel, très objectif, et en même temps, je dirais, d'expression de l'émotion à l'encontre d'un individu sur lequel ce dernier individu n'aura pas contrôle. Et ce que tu disais sur Morin est intéressant parce que dans mon livre, à un moment, je dis ce qui est assez surprenant dans l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, dans la manière dont on évalue notamment les cadres, c'est qu'on retrouve des rites d'autocritique collective tels qu'on a pu en trouver par exemple dans les milieux maoïstes à la française. C'est-à-dire qu'il y a ces idées que quelque part, si j'ai mal agi, eh bien je dois en parler à mes pairs, PAIRS, je dois m'exprimer dessus, je dois faire mon autocritique et les autres vont me donner un feedback sur la manière dont je pourrais progresser. Il y a quelque chose à la fois d'ultra individualiste dans ces modes de fonctionnement-là et d'ultra collectiviste avec cette idée que l'individu doit s'ajuster et prendre le feedback des normes collectives qui lui sont assignées. Et tu vois évidemment les effets de gel psychologique, les effets de décompensation qui peuvent, je dirais, être produits chez un individu lorsqu'il croit vraiment que son problème n'est pas la performance telle qu'elle lui a été demandée, mais que c'est sa propre personne qui est défaillante. Alors, sur ce registre de l'évaluation et de la répression à l'intérieur de l'entreprise, à un moment donné, je voudrais voir comment on peut sociologiser le décisionnel, comment on peut sociologiser justement ces violences. Et je réagis par rapport à une de tes phrases qui me permet de faire le lien avec tout ça parce que ça reste obscur. En fait, la question, ça serait sur qui peut-on vraiment gueuler, sur qui peut-on vraiment faire saigner, comme c'était repris par De Gaulle-Jacques et Henriquez dans l'emprise de l'organisation, faire saigner. Je me souviens de cette phrase qu'ils utilisaient pour dire les cadres entre eux se font saigner, etc. Une sorte de vampirisme. Bon. Et d'ailleurs, j'utilise dans mon bouquin le sadisme vampiriste pour dire voilà comment on prend la vie de l'autre, finalement en le tuant, on prend sa vie. Et donc, en fait, le cadre qui a des stock options, la technostructure de Galbraith, le cadre qui a des actions, qui est plus dans l'entreprise que le prolétaire de base qui lui peut être licencié parce qu'il est à temps partiel ou qu'il a un contrat ou en tout cas il est peu syndiqué. Il est plus jetable, comme le titre d'un livre qui s'appelle Le salarié jetable du Stilleux. Donc du coup, je voulais rebondir par rapport à ta phrase quand tu dis un cadre qui travaille dans une société de service peut être sociologiquement considéré comme un prolétaire. Alors effectivement, comme tu dis, parce que il est dépossédé des moyens de production comme le prolétaire, comme l'ouvrier, mais justement le cadre qui lui peut être plus proche du patron. Par exemple, parce qu'il va être invité à bouffer chez son patron ou dans une soirée, parce qu'il va participer à une partie de golf, parce qu'il peut détenir en partie des stock options ou des actions de la boîte. Est-ce que justement, il est dans le même régime que les autres? Est-ce que lui, il n'est pas plus privilégié? Est-ce qu'on peut autant l'évaluer? Est-ce qu'on peut autant gueuler sur lui? Tu as raison, le cadre n'est pas comparable sociologiquement à l'ouvrier. Ce que j'ai voulu de pointer par cette phrase un peu, je dirais, choc, en disant que le cadre est également un prolétaire, c'est que d'une part, il y a une pression, je dirais, une charge de travail qui est croissante, qui a été mesurée par les sociologues, qui fait qu'effectivement on n'est plus du tout, si tu veux, dans la figure du bourgeois oisif, si tu veux, ou de l'actionnaire qui vient, je dirais, relever les comptes une fois par mois. On est face à des gens qui sont laborieux, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il vend sa force de travail. Ce qui est la définition même du prolétaire chez Marx, c'est que il reste un cadre jetable. Après, effectivement, tu as raison, on sait plus sur qui gueuler quand on est cadre. Parce que précisément, il y a toute cette complication. Même si vous allez voir votre chef et vous lui dites, je n'y arrive pas, eh bien, la personne va lui dire, mais moi, je suis une ressource, pour moi, comment est-ce que je peux t'aider? Mais c'est pas le chef qui va lui donner une sanction, si vous voulez. Donc, chacun se
sens entre guillemets partenaire dans l'entreprise. C'est l'organisation des cadres est un peu comme un marché où finalement il y aurait des individus qui interagiraient mais pas une structure hiérarchique. Et d'ailleurs, ce qui me frappe de plus en plus dans la littérature sur le néo-management, c'est que non seulement on compare, mais on vante l'idée que l'organisation soit une tribu. Tu sais, il y a tout ce thème autour du tribal management. C'est assez curieux d'ailleurs, puisque c'est comme si le capitalisme, dans son stade le plus avancé, allait valoriser les formes les plus primitives d'organisation sociale. Donc, si l'on est dans une tribu, si l'on est dans une horde sans chef, comme dirait Freud, eh bien, sur qui veux-tu gueuler, sinon toi-même? A fortiori, quand ton travail et tes objectifs sont de plus en plus individualisés. Et je pense que ça, c'est une des raisons profondes, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui interpeller, et on est très individualisé. C'est une des raisons profondes pour lesquelles, je dirais, la souffrance est de plus en plus endogénéisée. Et que lorsqu'un cadre, aujourd'hui, en a marre, eh bien, il le prend sur lui, soit il part de l'entreprise, soit il ne le sait pas ou il ne peut pas, et ça va avoir des conséquences psychologiques, psychosomatiques, telles qu'elles ont pu être vues par des psychiatres. Je pense notamment au travail de 2 jours dans Souffrance en France. Les cadres aujourd'hui, les cadres dirigeants y compris, sont des gens qui sont individualisés, qui n'ont pas de référents vis-à-vis desquels s'opposer, et donc c'est une logique, pour dire comme Hirschman, soit d'exit, c'est-à-dire je pars, soit finalement je prends sur moi et soit j'y arrive, soit je craque. Ouais. En rebondissant sur ton idée de tribal, je produis beaucoup d'émissions en parlant d'Australopithèques, notamment les hommes avec leur voiture sur la route, où on manque chaque jour de se faire massacrer et assassiner parce que le type a considéré qu'on démarrait pas assez vite ou autre. Donc il y a une violence extraordinaire que je peux sentir à travers différents épisodes de la vie collective quand on est dans l'espace public. Et dans l'entreprise, bien sûr, où on voit bien que cette concurrence de tous contre tous, qui nous fait penser bien sûr à Hobbes, le célèbre philosophe politique du XVIIe siècle, qui nous disait bien qu'il fallait un État très très autoritaire pour contrôler tous ces instincts et toutes ces tendances meurtrières de la guerre de tous contre tous. Et effectivement, dans l'entreprise aujourd'hui, il y a la guerre entre États, mais il y a aussi la guerre entre entreprises pour survivre, avoir le monopole d'un marché, etc. Et les cadres, les salariés sont les instruments de ce pouvoir, et qui fait qu'on est dans une sorte de meute, de tribu, avec ces courses effrénées entre soi pour devenir le meilleur, être aimé par le chef, etc. Mais alors, l'autre versant de ça, c'est, alors, donc en te reformulant, d'un côté, on a la jouissance dans l'entreprise, parce qu'on parle effectivement de l'aliénation et des souffrances, mais aussi la jouissance de détruire l'autre, la jouissance d'être plus fort que l'autre, d'avoir évincé le concurrent, c'est du Elias Canetti, et donc on est heureux de survivre au corps de l'autre qui quitte l'entreprise par l'hôpital psychiatrique, les médicaments ou la démission. Mais donc nous, on reste sur place et on a la jouissance de la carrière, de la reconnaissance. Et puis tu dis dans ton ouvrage, le 2 grands secteurs de la jouissance, c'est la consommation. Est-ce que tu peux nous dire finalement comment finalement fonctionne aujourd'hui ce modèle de la consommation, voilà, qui est très connecté à l'ordre productif? Tu dis c'est un capitalisme généralisé. Oui, j'ai essayé c'est dans la dernière partie de l'ouvrage, un peu en synthèse, de décrire ce que j'appelle un nouveau bouclage pulsionnel articulé à ce capitalisme avancé. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement une souffrance dans le travail, la recherche permanente de la reconnaissance managériale, la lutte pour la survie, comme tu le dis, au sens le plus basique, au sens le plus hobbesien. Et en même temps, il va y avoir une dérivation de cette énergie et une compensation de cet effort par le champ de la consommation. C'est-à-dire qu'effectivement, je travaille, je perds ma vie, je me fais mal, je fais mal aux autres, mais il y a un moyen qui est de faire dériver, je dirais, ce mal-être et de le compenser de manière momentanée et temporaire. C'est la consommation, c'est la course effrénée derrière l'objet consommation. Donc effectivement, la consommation d'objets, je dirais, permet de stabiliser les choses de manière temporaire. Les psychanalystes diraient de capitonner le narcissisme, je dirais de se renforcer, de renforcer le moi, de renforcer le narcissisme du sujet. Mais évidemment, la consommation est éphémère. Et donc, une fois la consommation faite, eh bien, à la fois pour pouvoir reconsommer, eh bien, il va falloir se relancer indéfiniment dans le cycle de la production. Donc, il y a un bouclage qui fonctionne, il faut le dire, entre production, aliénation et malaise.
et dérivation consommation par la jouissance mercantile qui relance en permanence, paradoxalement, l'effort de consommation afin de relancer l'effort de production afin de renforcer la consommation. C'est le bouclage pulsionnel entre, je dirais, malaise et plaisir. Alors, je reviens sur la dimension genrée du phénomène, puisque c'est là où tu évoques à travers, finalement, l'axe central, c'est quand même que malgré tout, il y a une souffrance, et que cette souffrance produit ce que tu décris sur la dernière partie de ton ouvrage. On n'a pas encore parlé de la spatialisation et de l'urbain, mais on va dire que c'est dans la logique de la consommation, on y reviendra. Mais comme on parle là, effectivement, des frustrations et des souffrances, autant en parler maintenant. Tu nous dis voilà qu'il y a un fantasme de régression subjective dans une totalité organique. Bref, c'est le ventre maternel. Donc tout ça, tu vas nous en parler en tant que psychanalyste. Mais en fait, moi, ce que je ressens à travers la libido et l'énergie pulsionnelle, je ressens aussi qu'il y a du plaisir dans la domination, que les cadres ou les patrons sont aussi dans le bonheur et l'extase d'avoir du pouvoir, d'avoir de la domination. Et donc, il y en a qui, évidemment, arrivent à se sustenter du dépeçage des autres et de l'accumulation des richesses, d'avoir des super Tesla, d'avoir des beaux châteaux et d'avoir des femmes les plus belles du monde. Et puis il y en a qui n'y arrivent pas et qui ont besoin de consommer, et même en consommant ils n'y arrivent pas, et ils ont besoin ils sombrent dans des volontés finalement, à travers ce que tu dis, de frustration trop forte, de vouloir être dans des espaces où ils pourraient enfin régresser finalement à ce que tu appelles la totalité organique, le ventre maternel. Donc, comment tu fais la part des choses entre, justement, et ça rejoint ce qu'on disait sur les nazis, entre le modèle Goldhagen et le modèle Arendt ou d'autres auteurs qui ont parlé plutôt de la soumission à l'ordre, etc. On a le modèle de la jouissance et on a le modèle de ceux qui souffrent, qui sont écrasés. Oui, tu as raison, et puis c'est une polarité qui traverse l'analyse du nazisme aussi, puisqu'effectivement il y a des gens qui vont te dire que tu vois, le modèle Arendt va être plus sur le modèle finalement de l'absence de pensée de Eichmann, de la soumission, versus des modèles qui vont plus insister sur la jouissance à faire mal. Donc cette polarité-là, je dirais, elle traverse le champ de l'analyse du nazisme, tout comme elle traverse le champ de l'analyse de la domination sous régime capitaliste libéral ou néolibéral. Alors moi je m'intéresse pas aux quelques gagnants, en fait. Je pense que c'est comme ça que je peux simplifier ma réponse. C'est-à-dire que tu as raison. Il y a des grands patrons, il y a des grands dominants, et je pense il y a des gens qui ont plaisir à s'en sortir. Mais j'ai envie de dire ces happy few comme on pourrait les appeler, font pas vraiment partie du champ de mon analyse. Mon analyse, j'ai envie de dire, c'est les milliers, dizaines de milliers, millions de cadres moyens ou cadres supérieurs qui modulo, je dirais, plus de salaire qu'un ouvrier, sont quand même dans un rapport d'aliénation et de souffrance au travail aujourd'hui. Et la psychopathologie du travail a bien montré qu'aujourd'hui, c'est pas parce que tu es banquier ou t'es cadre dirigeant que tu échappes à ces mécanismes de domination, que tu imposes certes, mais que tu subis aussi. Donc je pense que ça, c'est sociologiquement, je pense que c'est la manière de te répondre en termes de niveau social d'analyse. Oui, mais concrètement, excuse-moi, je te coupe, mais concrètement, comment on peut localiser le fantasme de régression subjective? Ça se retrouve où concrètement? Alors, il faut expliquer ce que j'appelle ça, parce que c'est un champ un peu compliqué. J'ai fait des recherches psychanalytiques précédentes, et effectivement, dans un précédent livre, j'ai exposé ma thèse, qui est celle de ce que j'appelle un désir de régression intra-utérine, c'est-à-dire qu'au fond de chaque sujet, il y a un désir de régresser, cas à l'appui, cas analytique à l'appui, un désir de régresser, je dirais, au sein du ventre et de l'utérus maternel. Ce que j'essaie de montrer, j'essaie de mobiliser cette thèse-là à travers le fonctionnement actuel de l'organisation, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'organisation, c'est une horde sans chef. C'est ce que j'essaie d'exprimer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait tribu, qui fait horde, où on doit tous être ensemble, travailler ensemble, se faire plaisir ensemble, etc. Et en même temps, il n'y a plus cette figure, j'ai envie de dire, paternelle, classique, du
patron autoritaire. Donc donc si tu veux, l'organisation dans son semblant de démocratisme, de jouissance et d'hédonisme, elle fait miroiter par un être ensemble clos, par contraste avec les concurrents qui sont hors de l'organisation, elle appuie sur ce fantasme de régression intra-utérine. Mais en même temps, comme l'organisation capitaliste reste capitaliste, c'est-à-dire dure, il fallait trouver le moyen de penser ensemble à la fois cette logique de horde régressive et la logique du maintien de la domination. C'est pour ça que j'ai fait appel au concept de Melanie Klein, qui est celui du surmoi maternel. Sans rentrer dans les détails techniques, à la différence de Freud, Melanie Klein, donc grande psychanalyste anglaise, ne réserve pas au père, je dirais, le pouvoir de sanction et d'imposition de l'obéissance. Elle considère que c'est également historiquement, génétiquement, le rôle de la mère. Et donc, je trouve que la notion de surmoi maternel montre bien ce qu'est l'organisation capitaliste actuelle, c'est-à-dire une structure où finalement les enfants coucounés vont chercher le reconnaissance et la gratification permanente du manager, et en même temps, une structure où le manager va continuer à jouer un rôle surmoïque, c'est-à-dire un rôle d'imposition de la domination et de la loi. C'est un peu compliqué, je ne sais pas si ça répond ou si je suis clair. Si, bah en tout cas on est bien dans l'ambivalence. Oui. L'ambivalence, finalement, de la servitude volontaire, on est toujours là-dedans, hein, si on suit la Boétie. Hein. Comment ça se fait que des gens, finalement, volontairement obéissent, ou pour reprendre des termes plus modernes et plus psychanalytiques, comment est-ce possible que l'on soit dans des structures régressives, cohésives, tribales, et en même temps qu'ils acceptent, j'ai envie de dire, la fascination pour le management qui leur fixe des règles. C'est ça l'ambivalence, si tu veux, de la figure de la mère chez Melanie Klein vis-à-vis de l'enfant, et je pense qu'elle est réinjectable et aide à penser, si tu veux, l'ambiguïté et l'ambivalence de l'organisation capitaliste actuelle. Et je me demande si on ne peut pas parler finalement d'une double ambivalence. Une ambivalence qui est effectivement entre devoir supporter le modèle patriarcal et de l'autre côté avoir le phénomène tribal dans l'entreprise qui fait qu'on se retrouve entre cadres pour faire mumuse pendant un séminaire de travail sur un bateau ou à faire autre chose. Et puis l'autre ambivalence, c'est que c'est la grande complicité de la sociologie, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inculcation culturelle, c'est-à-dire on est socialisé à rentrer dans le jeu de l'entreprise, ce que Bourdieu appelle l'illusio. On va jouer le jeu de l'entreprise avec cette double face bizarre entre plaire au chef papa et puis vouloir la régression maternelle avec l'équipe. Et puis de l'autre côté, ça c'est la culture, c'est l'inculcation, c'est la culture d'entreprise qu'on a en partie socialisée avec des progressions bien sûr hein, dans l'espace social. Et puis de l'autre côté, il y a la question du sujet, c'est-à-dire à quel moment on est libre. Alors tu évoques 3 épisodes de liberté, c'est-à-dire les mobilisations collectives, les ZAD, les nuits debout, les gilets jaunes, etc., qui sont des façons de se réapproprier l'espace public. On va y revenir après, mais là, moi, je vois aussi par rapport à la consommation, tu dis voilà, une des formes de régression, c'est d'aller aussi vers l'objet qui permet de nous rassurer. C'est mon chien, c'est ma voiture, c'est voilà. Mais malgré tout, tu as des sujets qui vont refuser ça et qui vont sortir de ça en disant non, moi je veux la nature, je veux pas l'économie monétaire, je veux pas gagner plus d'argent, je veux me barrer avec mes gosses, je veux plus travailler autant. Donc on le voit depuis 2 ans là, tous les gens qui se barrent de Paris et qui vont en télétravail dans une belle baraque avec du jardin et revivent leur famille. Donc il y a aussi cette question des gens qui vont, on va dire, un peu échapper au modèle du surmoi freudien ou du surmoi clanien et qui vont dire non, je veux pas tout ça, je veux une vie plus simple, plus tranquille, adhérer à une association, faire du solidarisme et faire le bien autour de moi. Donc tu vois, le mécanisme de la complexité humaine, on le retrouve finalement, ceux qui ne veulent pas jouer ce jeu-là. Mais absolument. Il y a de la conflictualité, il y a des dialectiques. C'est dans le sens où je suis pas bourdieusien, je pense qu'on n'est pas dans une situation d'enfermement et il y a des gens qui ne veulent plus jouer ce jeu-là. Et ça, c'est vraiment la dernière partie de mon livre, c'est ce que j'appelle l'affect de rétraction. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, dans le désir, il y a désir de consommer, désir de produire, désir de gagner, désir de réussir. Il y a ce qu'on pourrait appeler, toujours en suivant un peu Melanie Klein, une logique de voracité. Hein, c'est
c'est-à-dire je veux conquérir, je veux gagner, je veux détruire, mais il y a aussi une autre partie du désir que j'appelle le désir de rétraction, c'est-à-dire un désir de sortir de tout ça, un désir de simplicité, d'authenticité, de calme, et au fait d'échapper au superflu. Et je pense que c'est une tension que l'on vit tous, individus. On a tous envie, si tu veux, d'avoir des choses, de réussir, d'être reconnu, et en même temps, on a parfois, je dirais, on est débordé, si tu veux, par les sollicitations permanentes, par les semblants du social, etc. Et à la fin, je ne sais pas si on en parlera, mais je pense qu'une des raisons du succès, je dirais, de l'écologie, du désir d'écologie comme symptôme, je pense que c'est ce désir de rétraction, c'est ce besoin finalement de se retrouver, de bien bouffer sainement, d'être au calme, d'avoir le temps de dormir, d'avoir le temps de penser et de ne pas être saturé par des objets dont on sait que la consommation ne recréera qu'une autre forme de vacuité. Donc c'est un point très important que tu soulignes, c'est ce que j'appelle le désir de rétraction, et une partie de notre désir échappe à la voracité inhérente au fonctionnement capitaliste. Alors en même temps, ça soulève une question complexe qui est la nature du collectif, parce que entre la tribu dans l'entreprise, où les gens peuvent croire qu'ils sont heureux, qu'ils sont avec des collègues, qu'ils sont heureux de participer à une activité sportive ensemble. Je me souviens quand j'étais à l'école, le moment où l'institutrice disait « Allez, tout le monde va faire du handball », on sortait de la classe où on écrivait pour faire du sport, et on était tous ensemble avec une institutrice qui n'était plus celle qui écrivait au tableau, mais celle qui avait un sifflet, et on s'excitait tous dans une hystérie collective à jouer au handball. Et donc là, on a cette superposition de l'activité économique et de l'activité ludique à l'intérieur de l'entreprise dans une tribu qui est un collectif et qui peut procurer du plaisir. Et de l'autre côté, on a ces ronds-points des gilets jaunes, dont tu dis qu'ils sont inséparables d'un désir de convivialité collective retrouvée. Donc je me dis, mais finalement, quelle est la différence entre les deux collectifs? Pourquoi le collectif des ZAD ou le collectif des ronds-points serait plus convivial que la tribu de l'entreprise? Ouais. Alors, j'idéalise pas les gilets jaunes et les formes de résistance actuelles. Moi, ce que je voulais simplement pointer, c'est qu'il y a la dialectique, il y a la résistance. Et au niveau, je dirais, au niveau individuel, au niveau collectif. Alors, d'un point de vue un peu conceptuel, au niveau individuel, c'est ce que j'appelle le désir de rétraction. J'en ai parlé. Et au niveau collectif, il y a ce que j'appelle les phénomènes, ou au niveau collectif, mais ça peut être aussi au niveau individuel, c'est non pas sur le plan du désir, mais sur le plan du comportement acté. Il y a ce que j'appelle les rétractations. C'est-à-dire que je pense qu'on vit dans ces territoires, dans ce monde, dans ces villes qui sont submergées par le cycle infini de production-consommation, où la ville est totalement faite comme un étalage publicitaire de marchandises. Eh bien, je pense qu'il y a des gens qui se mobilisent avec différents types, je dirais, de mots d'ordre, mais avec aussi une raison qui est de libérer ces territoires hors de l'emprise marchande. Et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de se retrouver ensemble, j'ai envie de dire, pour créer des collectifs dont on attend qu'ils se vivent différemment que des rapports de domination capitaliste et de consommation. Est-ce que ça veut dire pour autant que j'idéalise ces moments de convivialité, que finalement il suffirait de se rassembler ensemble et de critiquer, je dirais, le fonctionnement actuel pour qu'il n'y ait pas de rapport de domination? Non, j'ai pas cette naïveté là, mais je pense qu'il y a quand même un fil rouge entre les ZAD, entre les gilets jaunes, entre un phénomène comme Nuit debout, au-delà de l'hétérogénéité des revendications, au-delà des différences de composition sociologique des gens qui ont investi ce mouvement, dans une volonté, je dirais, de reconquête d'un espace soustrait à l'emprise marchande et capitaliste. Et je termine là-dessus, ça c'est au niveau collectif, et au niveau individuel, je prends le cas d'un super bouquin d'ailleurs, de quelqu'un qui s'appelle Matthew Crawford, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Éloge du carburateur. Et ce type-là, Matthew Crawford, il était docteur en philosophie, il était dans les plus grands think tanks de gouvernement américain, et à un moment il s'est dit j'en ai ras-le-bol, si tu veux, de ce mode de fonctionnement-là. Il est devenu réparateur de motos dans un garage dans le Richmond, et en fait il nous livre une analyse très fine finalement je dirais de la réalisation de soi par le travail artisanal, par une prise sur l'objet, par je dirais une rétractation individuelle hors des espaces dominants. Et
ce modèle de la sortie, effectivement, est d'une infinie complexité. Je regarde, par exemple, tout simplement ces bifurcations biographiques. Aujourd'hui, c'est à la mode des ouvrages sur des changements radicaux de vie. Donc, ce qui montre encore la complexité de l'habitus, hein, fait d'une partie de subjectivation importante. On peut comme ça avoir des ruptures radicales. Et quand tu parles de la ville, on a effectivement cette tension qui est que la ville, elle est hors de la production. Donc du coup, elle autorise aussi bien l'espace que tu disais de la fête, c'est-à-dire la prolongation du consumérisme, de l'objet de consommation à l'intérieur de la ville, à travers effectivement, et d'ailleurs Fernand Braudel, qui est le grand historien qui a écrit sur l'invention du capitalisme avant qu'il n'existe, donc entre le 15e et le 18e siècle, eh bien disait que le cœur même de la création du capitalisme, c'est bien la ville. C'est bien la ville comme regroupement de marchands et surtout comme délimitation des bourgeois contre les pauvres. Et ça se voyait notamment dans le fait que la ville s'est structurée avec des barrières pour empêcher les gueux et les lépreux de pouvoir rentrer dans la ville et de corrompre le corps relativement salubre du bourgeois. Donc il y a vraiment une caste qui existe avec la ville. Et là, quand tu décris la ville gentrifiée, on a l'impression d'avoir ce schème qui perdure. C'est-à-dire on s'est débarrassé du 11e et de tous les prolos qui bossaient sur le canal Saint-Martin. On s'est débarrassé des prolos qui étaient sur la Bastille. On est en train de se débarrasser des prolos qui sont sur le 18, 19, 20e. Et on va avoir une ville de fête, une sorte de petit Versailles, où du coup, c'est comme si, quelque part, tout ce que tu décris du capitalisme, c'est quand même un espace qui est réservé à ceux qui ont de l'argent, parce que tu parles de monétarisation et de monnaie généralisée, et donc du coup on est dans une version certes de relaxitude, mais aussi de production d'une caste à travers un nettoyage de la ville qui fait que on a besoin de forces de l'ordre, on a besoin de cerner par des caméras un peu partout, parce que justement c'est l'espace central où les dominants peuvent s'éclater et ceux qui restent dans les banlieues dont tu parles effectivement avec l'horreur des transports, eh bien eux doivent être contrôlés, surveillés pour qu'ils n'empêchent pas cette ville festive d'exister. Je partage entièrement ton point et qui est celui de Braudel, l'idée qu'il y a une sorte de consanguinité finalement entre le développement de la ville et du capitalisme, et donc quelque part une continuité entre les modes de construction de la ville il y a, je dirais, un siècle ou 150 ans et aujourd'hui, notamment sur la question de construction de la bourgeoisie, d'un espace privilégié par opposition et par rupture avec les gens extérieurs à la ville. Ça, je pense que c'est une continuité qu'on voit bien et qui est juste. En même temps, j'ai aussi voulu montrer qu'il y a un changement dans la construction des villes et dans l'aménagement des villes qui accompagne le changement entre un capitalisme, j'ai envie de dire, paternel, autoritaire, classique, et ce capitalisme de jouissance ou de la séduction que j'ai essayé de montrer. C'est-à-dire que auparavant, il y a encore 50, 70 ans, on construisait les villes autour des routes. C'est-à-dire que les villes étaient des passages pour aller, je dirais, du bureau ou de l'entreprise à chez soi, etc. Et c'est finalement les routes étaient le topos qui dessinait les villes. Aujourd'hui, avec toute la critique écologique, eh bien les villes doivent être des endroits agréables, des endroits pour vivre, des endroits où on doit consommer. Alors on consomme soit des objets, soit des services, soit de la nature. Hein. Donc il y a cette idée que on doit pouvoir faire la fête. On a les nuits blanches, on a Paris plage. On a un espace qui doit être un espace de jouissance, d'hédonisme et de consommation permanent. Et je pense que là, il y a une petite variation dans la manière dont on conçoit la ville, non plus espace de transit, mais espace de vie qui accompagne les changements de mode de production, dont la volonté de créer une société de consommation, une société de consommation de plus en plus accentuée. Et si je peux me permettre une dernière phrase là-dessus, j'essaye aussi de travailler le lien entre je dirais, ces changements de la ville et les visions qu'en ont eu les écrivains et les poètes. Hein. Typiquement, si tu veux, d'un côté, dans l'ancienne ville, il y a Pérec, avec un livre comme Les Choses, où on voit bien quand même ces espaces un peu glacés et fonctionnels. Et aujourd'hui, on voit plutôt des espaces un peu Houellebecquiens, avec une description de la ville comme espace de jouissance, comme espace de luxure, comme espace où finalement il faut s'éclater et plus seulement transiter d'un endroit à un autre. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger.
Mais ceci étant dit, tu décris quand même essentiellement les villes européennes parce qu'aux États-Unis, comme tu le sais très bien, le centre-ville, l'inner city, est abandonné au sous-prolétariat des ghettos et des Noirs et que les classes moyennes supérieures sont plutôt dans les grandes banlieues aux alentours. Donc on est en tout cas pour la ville européenne, on est dans ce schéma-là. Les dominants américains doivent trouver d'autres solutions pour faire leur fête et c'est peut-être pas par hasard que dans les séries justement on n'est pas trop dans ces villes investies, mais on est plutôt dans des quartiers ou des gay communities qui sont finalement des petits endroits complètement protégés du centre-ville. Absolument. Non, mais tu as raison, cette thèse que j'expose doit être modulé, ajusté, affiné en fonction des contextes nationaux et internationaux. Ça me semble clair. Mais je pense qu'il y a quand même cette logique d'aménagement, si tu veux, urbain, qui perce un peu partout. Et d'ailleurs, ça pose c'est un peu dérangeant, mais ça pose la question de l'écologie également, parce que, et une fois de plus, de la question de l'ambivalence, c'est-à-dire que l'écologie, si elle, au-delà du fait objectif, qui est un problème de climat, je parle pas du tout de ça, je parle en termes de désir, si le désir écologique reflète cette envie de rétractation, cette envie de simplicité, d'authenticité, etc. Et donc, d'une certaine manière, si ça incarne une sortie hors de l'univers productif et marchand, toute la logique d'aménagement des villes, de la consommation, de la beauté des villes, etc., se fait aussi en fonction de l'écologie. La propreté, la relégation des pauvres, le fait que ça soit un endroit agréable pour consommer, montre aussi qu'il y a, je dirais, un versant dominant dans l'écologie qui accompagne finalement assez bien, de manière fonctionnelle, ce développement d'un capitalisme consumériste. Je me disais que pour pas sombrer dans le fonctionnalisme du pire, je rappelle aux auditeurs que ça serait l'idée que tout est contrôlé, que le capitalisme sait où il va, etc. Le capitalisme produit son propre désordre, la sursaturation des bagnoles dans les centres-villes, la pollution qui finalement donne des maladies aux dominants eux-mêmes à cause des gaz carboniques, le diesel et compagnie. Donc les dominants sont en train de crever aussi au cœur des villes et ils voudraient bien que leurs rejetons profitent de la nature, donc de l'écologie, de l'espace vert et que voilà. Donc du coup, il y a des contradictions aussi dans les mécanismes capitalistes entre la production et la consommation parce qu'on en est à des stades où la consommation est telle que on régurgite en permanence des bagnoles, des déplacements de population et que tout ça produit énormément de déchets. D'ailleurs, à certains points que les paradis, genre Bali ou compagnie, sont des déchetteries organisées dorénavant. Donc les dominants recherchent encore des îles qui soient un peu vierges pour continuer à déplacer leurs bateaux qui balancent des poubelles et du plastique qui maintenant saturent la planète. Donc c'est ça aussi qui est important de penser, c'est comment le dominant n'est pas un Deus ex machina, comment le dominant ne contrôle pas tout, qu'il a un cerveau diminué lui aussi, et en tout cas à court terme, puisque le capitalisme c'est aujourd'hui le profit à court terme, et que ce faisant, le capitalisme chinois, le capitalisme de Poutine ou le capitalisme américain ou même allemand avec le charbon, ça produit aussi beaucoup de désordre. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Oui, je pense qu'effectivement, tu as raison de le préciser, c'est un point important parce qu'on parle, et d'ailleurs c'est un point dont je parle un peu en introduction méthodologique, c'est-à-dire que quand on parle de capitalisme, il ne faut pas avoir une vision, comme on dit en sociologie, holiste, parfaitement intégrée, pilotée, gouvernée. Le capitalisme, c'est quelque chose de composite, ce sont des éléments en transition, et la classe sociale dirigeante, donc les capitalistes, sont non pas une classe unie, mais avec des fractions de classe, et puis avec des contradictions internes, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien effectivement vouloir gagner énormément de pognon, exploiter les gens et puis être gentil avec ses gosses alors qu'on a viré 1000 ouvriers dans la journée. On peut très bien prendre son yacht et mettre dans la mer du carburant et en même temps vouloir avoir des plages immaculées. Absolument. Et est-ce que tu voudrais avoir le mot de la fin par rapport à ton livre, des choses qu'on n'aurait pas évoquées ? Non, je te remercie Patrick. Je pense qu'on a fait un très bon tour de ce livre, hein, donc qui s'appelle Capitalisme et colonisation mentale. Moi, j'ai pas de solution collective. Hein. J'ai eu pas mal de retours et on m'a dit le constat il est effrayant, il est juste. Alors après, il doit être modulé en fonction des contextes, mais je n'ai pas de solution collective. Ça serait trop facile. Je pense si déjà ce livre permettait d'un point de vue intellectuel ou académique de montrer l'intérêt
de tenir ensemble sociologie critique, disons, et psychanalyse ou analyse du sujet, je pense que ça serait déjà très bien. Et le deuxième point, parce que j'ai eu des retours là-dessus, donc là je me fais un petit peu le porte-parole de certains lecteurs, c'est aussi, comme dirait Bourdieu, ça prétend être un petit peu un manuel de défense, hein, un sport de combat. C'est-à-dire que si ça aide des gens à à prendre un peu de distance par rapport aux jeux de domination dans lesquels ils sont pris, je pense que j'aurais fait mon job d'intellectuel et d'écrivain. Eh bien, un grand merci à toi, David Mühlmann. Je redis une nouvelle fois le titre de ton dernier ouvrage, Capitalisme et colonisation mentale. Bonne lecture à vous, chers auditeurs. Merci Patrick et merci Stéphane pour la technique.